Je suis peut-être, j'ai bien dit peut-être, face à la voiture électrique qui pourrait révolutionner le marché de l'automobile, la Fisker Océan avec plus d'autonomie qu'une Tesla, moins chère qu'une Tesla, dotée d'un toit solaire qui permet de recharger gratuitement l'été, plein d'innovations, par exemple une recharge intégrale en 5 minutes, 5 écrans à l'intérieur, et même derrière, il n'y a même pas de vitre. Mais il y a quelques petits trucs qui ne nous ont pas plu et on va faire le tour ensemble. Je vous propose de faire cette vidéo en deux parties, d'abord les points positifs et ensuite les points négatifs. J'ai roulé pendant une bonne journée avec la voiture, donc je peux vous dire que j'ai remarqué beaucoup de choses. Et la première qui m'a sauté aux yeux, c'est la conception quand même assez innovante de la voiture, avec par exemple l'écran central énorme de 17 pouces qui peut être aussi bien à l'horizontale, comme je viens de le faire, ou à la verticale comme il était déjà. Et donc ça permet, quand on est à l'arrêt en train de recharger, de profiter par exemple d'un petit YouTube, et on espère qu'il y a des jeux qui vont arriver, c'est pas encore le cas. Et ensuite, quand on roule, l'écran se remet en position verticale avec un grand GPS et des petites images de la voiture, la caméra arrière, etc. Il y a un autre point innovant que j'ai adoré sur cette voiture, c'est le fameux toit solaire qui permet, selon la marque, de récupérer jusqu'à 2400 km d'autonomie par an. Et on a une fonctionnalité qui est vraiment très cool et que j'adore, le mode Californie. Paf, j'appuie sur un bouton et il y a toutes les vitres de la voiture, y compris le toit panoramique qui est immense, qui s'ouvre. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'on voit les cellules du panneau photovoltaïque. Donc en fait, le toit panoramique est transparent, mais pas trop non plus, mais quand même un peu. Et comme vous pouvez le voir, toutes les vitres, mais vraiment toutes les vitres, y compris celles à l'arrière, ont été ouvertes. Et franchement, quand on roule, il y a une petite sensation de cabriolet. Bon, et puis en termes de performance, c'est vraiment un truc de ouf. On a plus de 500 chevaux, on a plus de 700 Nm de couple, donc ça veut dire que ça vous catapulte, mais vraiment ça vous colle au siège. Quand vous accélérez, quand vous faites des reprises pour doubler, vraiment le 0 à 100 il est abattu en 3,9 secondes. C'est quasiment comme des supercars. Donc vraiment, c'est une voiture très puissante. Ça dépend après dans quel modèle, dans quelle version, parce qu'il y a des versions 2 moteurs et 1 moteur. Et nous, là, on a la version la plus puissante. Ce qui est assez ouf dans cette voiture, c'est quand même il y a 5 écrans, dont celui-ci à l'arrière qui permet de régler la température pour les passagers des places arrière. Il y en a un autre à l'avant, le gigantesque que vous avez pu voir de 17 pouces. Il y en a un petit derrière le volant, donc c'est le combiné d'instrumentation qui affiche notamment la vitesse. Il y a un autre petit écran sous forme de bandeau sous l'écran énorme qui permet pareil de régler le son ou la ventilation. Et le dernier, attention, il est très intéressant, c'est le rétroviseur central qui permet en fait de basculer entre un miroir classique ou un écran très haute résolution qui permet de voir la route à l'arrière sans aucun obstacle, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas les appuis-têtes qui pourraient gêner, ou si vous partez en vacances et le coffre il est rempli jusqu'à ras-bord, et en fait vous voyez quand même encore. Bon, l'autre point positif, c'est quand même la conduite est plus confortable que sur une Tesla. On sent que les suspensions filtrent mieux les irrégularités de la route. Et donc, par exemple, on prend un Dodane, on le sent un petit peu moins. C'est pas non plus le confort royal des Mercedes et des Citroën, mais c'est quand même bien. Et alors ici, c'est assez drôle et c'est d'ailleurs assez innovant. On a un petit bandeau où vous voyez, on a écrit la température, par exemple, et le volume de la musique. Et on peut réagir dessus, que ce soit avec des boutons physiques. Donc ça, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui aiment les vrais boutons physiques. Mais on peut aussi appuyer dessus pour réagir avec l'écran tactile. Bon, et puis le Fisker Océan, ça reste quand même un SUV, donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de place à l'arrière. Je fais 1,84 m, il y a quand même la place au niveau de la garde au toit, et même en largeur, c'est assez confortable. La place du milieu, comme vous pouvez le voir, je suis assez bien assis. Bon, le dos, c'est un petit peu dur, c'est normal, mais malgré tout, c'est très spacieux. Et un petit mot sur cette prise de recharge qui permet certes de recharger rapidement la voiture sur une borne de recharge rapide, mais surtout Fisker nous promet qu'on va bientôt pouvoir bénéficier de la recharge inversée, c'est-à-dire qu'on va utiliser la voiture électrique comme une grosse batterie et on va pouvoir alimenter des maisons entières ou même d'autres voitures et surtout à haute puissance, alors qu'actuellement certains constructeurs le font, mais à faible puissance. Déjà, on peut parler de l'excellent rapport qualité-prix de la Fisker Océan, puisqu'elle coûte quand même 3 000 € de moins que la Tesla modèle Y, avec à peu près la même autonomie. En revanche, la version qu'on a essayée, elle a une grosse autonomie, 707 km, donc là c'est plus que n'importe quelle Tesla, sauf la Tesla modèle S, mais qui coûte plus de 100 000 €. Donc on peut dire que c'est la voiture électrique compacte qui a le plus d'autonomie sur le marché actuellement. Mais attention à l'autonomie. Et oui, parce que maintenant je vais commencer la partie négative de la checklist avec ce qui ne va pas sur cette Fisker Océan. Et le premier truc, en fait, c'est la consommation. Parce que oui, elle a une autonomie énorme, mais en fait c'est parce qu'elle a une batterie énorme. À 113 kWh, c'est l'une des batteries les plus grosses du marché. Alors bien sûr, on a la consommation qui s'envole à 18 kWh, c'est à peu près 15% de plus qu'une Tesla modèle Y, ce qui veut dire que vous allez payer un petit peu plus cher quand vous allez vous déplacer, et ce qui veut dire que forcément elle pollue un petit peu plus lors de la production. Bon,
Puis il faut qu'on parle un petit peu du toit solaire quand même, parce que moi j'avoue c'est une fonctionnalité que je kiffe, mais la marque indique 2400 km d'autonomie gratuite par an, mais en fait ça c'est en Californie. Donc si vous habitez à Dunkerque et qu'il pleut toute la journée, toute la semaine, tous les mois, toute l'année, en fait c'est pas vraiment 2400 km que vous allez récupérer. Donc on peut se poser la question de la rentabilité, puisque l'option coûte cher, elle est réservée pour les finitions haut de gamme, et elle va pas rapporter tant d'autonomie que ça par an. Et en plus de ça, moi j'aime pas trop les petits accents bleus qui sont livrés de base avec la voiture, et là c'est vraiment pour montrer c'est une voiture électrique. Et moi je préfère quand c'est bien sobre quand même, tout noir. Bon, je vous ai parlé de la recharge en 5 minutes au début de la vidéo, ok c'était peut-être un peu exagéré de ma part. En réalité, pour un client particulier, il faudra compter environ 35 minutes pour recharger sur une borne de recharge rapide, mais pour les clients business qui ont des flottes de voitures, il sera possible de faire ce qu'on appelle le battery swapping, de pouvoir échanger la batterie pour recharger, et ça dure à peu près 5 minutes, on l'a testé chez NIO, c'était fabuleux. Et donc là pour le coup, quand Tesla en face propose la même chose pour 25 minutes, là 35, bon c'est un peu décevant. Bon, et puis il faut que je vous parle d'un point négatif qui moi m'a vraiment chiffonné, c'est que cette voiture, ok, elle est actuellement livrée aux particuliers, mais nous on a eu de nombreux bugs, que ce soit sur l'écran d'infotainment, genre là on est en train de rouler et la voiture elle me dit que les deux portes à l'avant elles sont ouvertes et qu'on a un obstacle devant le pare-choc à l'avant, alors qu'on est à 130 sur l'autoroute. Regardez, j'ai beau cliquer sur une chanson, essayer de la lancer, il se passe rien, elle va essayer de se lancer puis elle va s'arrêter et puis ça va nous relancer la même. Voilà, ça revient au début, insupportable. Et allez, un autre petit bug pour la route, là vous pouvez voir que j'ai le capteur d'angle mort qui s'active. Pourquoi? Parce que il y a des petites barrières le long de l'autoroute, alors qu'il devrait s'allumer uniquement si j'avais un autre véhicule dans mon angle mort, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc ça porte un peu à confusion et on a du mal du coup après à lui faire confiance. On sent que c'est quasiment un prototype sur certains points, il manque certaines choses, il y a un écran qui est resté buggé, la voiture elle s'est arrêtée en plein milieu de la route, enfin bon. On sait que ça peut être corrigé, c'est que du software, ok, mais quand même, ça fait pas très sérieux. Évidemment, on l'a pas gardé pour nous, on a discuté avec la marque, c'est la première fois a priori que ça se passait dans la Fisker Océan. Ils nous ont rassurés en disant que c'était un petit tweak software, donc logiciel à apporter avec une mise à jour à distance en Wi-Fi, donc pas de souci a priori. Bon alors après, la voiture est large, donc c'est-à-dire que dans les petites rues, elle va avoir du mal un petit peu à bien braquer, elle a un rayon de braquage qui est élevé, ce qui veut dire que pour les créneaux par exemple, ça va pas être très simple, et en plus elle est pataude, elle est un peu lourde, donc on le sent sur les virages, il y a quand même du poids. Bon, et puis tout à l'heure je vous ai parlé de cet écran au milieu, le combiné d'instrumentation. En effet c'est pratique parce que par exemple on a la vitesse, on a l'autonomie restante, mais on a envie de le personnaliser. Là il est affreux. En fait quand j'accélère il est rouge, quand je ralentis il est bleu, mais sinon à part ça je peux rien faire d'autre. Et surtout où est ma consommation et où est la distance que j'ai parcourue sur ce trajet depuis la recharge ou sur un trajet que j'aurais créé moi-même. Bref, ça manque de personnalisation et toutes ces infos on les a même pas dans l'écran central. Donc Fisker nous dit oui c'est parce qu'on a envie de faire les choses simples, mais non, il faut mettre toutes ces infos, c'est important. Alors la Fisker Océan intègre un radar HD et ça c'est une première dans l'industrie. C'est ce qu'Elon Musk veut mettre sur ses Tesla pour améliorer l'autopilote, donc la conduite autonome. Mais malheureusement je peux pas vous le montrer parce que la partie logicielle est pas au point. Et en fait, actuellement, c'est une voiture lambda qui sait même pas adapter sa vitesse selon les panneaux et selon les voitures devant. Elle peut même pas me laisser au milieu de la voie, elle ne sait rien faire, c'est un peu une voiture à l'ancienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces fonctionnalités, pour avoir une conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire comme Tesla ou comme d'autres bien sûr, ça arrivera en mise à jour logicielle à distance en Wi-Fi d'ici la fin de l'année 2023. Et ça peut être aussi nul que exceptionnel, donc rendez-vous dans plusieurs mois. Hop hop hop, comme vous pouvez le voir, il y a quelques heures qui se sont écoulées depuis le test de la voiture tout à l'heure et là on a l'occasion d'aller interviewer Henrik Fisker, le patron de la marque. Allez j'y vais, je vous fais un petit résumé après. Bon, je vais pas vous mettre toute l'interview, ce serait trop long, mais je lui ai soumis la checklist qu'on a vue ensemble et notamment tous les points négatifs. Il a répondu à 2 d'entre eux, les principaux selon moi. Le premier, c'est le toit solaire. Je lui ai demandé, est-ce que l'option du toit solaire, c'est rentable? Et c'est drôle, il m'a répondu non. C'était vraiment sa première réponse. Et en fait, il m'a expliqué qu'on ne prend pas le toit solaire pour la rentabilité financière, mais c'est plus un engagement envers la planète et se dire, ok, ma voiture, elle a suffisamment chargé avec le soleil pour aller acheter une baguette de pain, je fais l'aller-retour et ça m'a rien coûté et ça a rien coûté, entre guillemets, à la planète. Donc ça, c'était le premier point négatif auquel il a répondu. Et donc du coup, en fait, c'est un petit peu que du marketing puisque c'est quelque chose pour donner bonne conscience ou pour faire vendre la voiture. Et c'est vrai que moi, à titre perso, je l'aurais pris cette option si j'avais les moyens du moins.
Mais bon, on peut se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est pas que du marketing finalement. Il a particulièrement réagi à un point de notre checklist, et non des moindres, puisque c'était justement, on lui a posé la question, est-ce que c'est normal que l'interface soit lente et que l'interface bug et que la voiture en elle-même parfois bug. Et d'ailleurs, on en a discuté avec les autres journalistes qui étaient présents ici et qui ont pu tester la voiture aussi, et ça leur est également arrivé. Donc c'est pas juste un cas isolé, c'est pas juste pour nous, et on rappelle que la voiture a déjà été livrée à certains clients. Et bien en fait, sa réponse, ça a été un peu ambigu, puisqu'il a dit qu'en effet, il était conscient que l'interface était potentiellement lente et qu'il y avait quelques bugs. So yes, we're going to prove that it's going to be faster, but I think when I look at some other systems out there, I don't think we are much different. Après, il a un petit peu botté en touche dans le sens où il a dit mais bon, quand on est en voiture, quand on appuie sur un bouton, on peut attendre 1 ou 2 secondes que ça se fasse parce qu'en même temps on regarde la route et on n'a pas envie de faire plusieurs actions. And if, like I mentioned before, if you drive, you're not going to use 5 different things right after each other because it would be too dangerous. Là on n'est pas trop d'accord hein, parce que pour nous justement il faut appuyer sur un bouton ou l'écran tactile d'ailleurs et l'action doit être instantanée si on a l'impression que la voiture n'a pas compris notre demande. Et on a creusé un petit peu et le problème c'est que c'est une puce Intel Atom, donc le processeur, qui est à peu près la même qu'il y a sur la Tesla Model 3 de 2019, donc l'ancienne version avant que ça passe sur AMD, bref. Et en fait, le reproche qu'on faisait à cette Tesla, c'était qu'elle était un petit peu lente, notamment sur la map quand on dézoomait ou autre. Et là, c'est encore plus lent. Donc on se dit, ok, les gars, ils peuvent faire des tweaks, un peu des optimisations, mais jusqu'à quel niveau ils vont pas pouvoir rendre le truc ultra fluide. Donc voilà, on a des petits, quand même, encore un petit peu des petits doutes là-dessus, quoi. Alors après, la discussion était ultra intéressante. On a discuté avec lui pendant 20 bonnes minutes, je pense, et il nous a un peu donné sa vision du futur de la voiture électrique. Alors selon lui, moi je suis pas totalement d'accord avec lui, mais pour lui en gros, actuellement c'est l'autonomie qui est le principal argument, et ça c'est vrai, je suis totalement d'accord avec lui. Et ensuite, d'ici 5-6 ans, selon lui, on aura des voitures qui vont se recharger en 10 minutes à peu près, donc ça sera amplement suffisant pour traverser la France par exemple. Mais il a quand même dit quelque chose qui moi m'a un petit peu marqué, un petit peu choqué, c'est qu'il y aura toujours besoin d'une grande voiture avec genre 1000 km d'autonomie pour traverser la France sans devoir s'arrêter pour recharger. Pour moi, il vaut mieux une petite batterie qui se recharge très vite, on s'arrête toutes les 2 heures, plutôt qu'une énorme qui pollue beaucoup, qui coûte cher et en plus qui consomme aussi plus. Mais c'était quand même intéressant, il nous a fait le parallèle par exemple avec l'iPhone, et pour lui il nous disait bah voilà, mon iPhone parfois il bug, je suis obligé de le redémarrer. Et bah la voiture c'est un peu pareil pour lui, si l'interface bug, bah il faut la redémarrer. Et je pense que vous connaissez le for Android, on n'est pas du tout comme ça, nous on veut que le truc il fonctionne, et en fait s'il y a besoin de redémarrer un produit, c'est le produit n'est pas bon, ou en tout cas qu'il doit être optimisé. Donc voilà, c'était assez drôle quand même de discuter avec lui, c'était ultra intéressant, et je pense que son produit est bon, vraiment matériellement c'est très bon, et c'est juste voilà, il faut qu'ils intègrent la partie logicielle quand même beaucoup plus en amont du développement, et il faut que le truc il soit béton carré pour que ça se vende comme des petits pains, comme Tesla sait le faire maintenant, quoi. Et maintenant je vous laisse me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette Fisker Océan par rapport à la Tesla Model Y, et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Volté. Allez, je vous montre aussi la petite tablette, ça c'est pratique pour travailler ou pour manger son petit repas pendant que la voiture charge. Il y a la même chose du côté passager, et ça c'est pratique.